Bonjour et bienvenue à ce webinaire qui va bientôt commencer, destiné aux professionnels du tourisme. Alors, bienvenue aux personnes qui sont déjà connectées. Nous allons patienter. Nous sommes un peu en avance, comme d'habitude, et nous allons patienter pour voir tout le monde arriver. Soyez les bienvenus à ce webinaire qui va commencer d'ici 5-6 minutes. Alors, vous êtes au bon endroit si cet après-midi vous avez choisi, hem, de si vous avez choisi cet après-midi d'en savoir un peu plus sur les mesures sanitaires mises en place dans votre secteur d'activité, qui est celui, du tourisme. Nous allons commencer ce webinaire dans quelques instants. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Je vous propose de patienter. Bonjour à tous, de patienter quelques instants. Installez-vous confortablement puisque nous allons être ensemble durant un peu plus d'une heure. Avec la chaleur du jour, je vous dirais pas, buvez un café ou un thé, mais hydratez-vous malgré tout avec une boisson fraîche. Sous la clim ou pas sous la clim, on vous en dira plus tout à l'heure. Mais Covid ou pas Covid, il s'agit quand même de s'hydrater. Alors bienvenue à tous à ce webinaire aujourd'hui consacré aux professionnels du tourisme. Soyez les bienvenus à ce webinaire qui va bientôt commencer. Nous allons balayer avec vous, toute une série de mesures sanitaires Covid qui vont, pouvoir être déployées, dans les hôtels, dans les cafés, dans les restaurants, dans les centres de loisirs, dans les centres d'accueil, dans les gîtes évidemment, dans les campings. Nous allons tout vous dire d'ici quelques instants. Bienvenue à tous. Soyez les bienvenus à ce webinaire cet après-midi qui vous est consacré, vous, professionnels du tourisme, professionnels de ce secteur d'activité si impacté durant cette crise évidemment. Vous, gérants de camping, vous, gérants de gîtes, vous, chefs d'entreprise, de cafés-restaurants, vous êtes les bienvenus à ce webinaire. Quelques instants avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, quelques instants pour vous accueillir comme il se doit, pour avoir toute votre attention à ce webinaire qui va bientôt commencer cet après-midi. Sous un soleil éclatant, qu'on soit ici au nord, à l'est, à l'ouest ou au sud, je crois qu'il fait chaud partout aujourd'hui. Oui, on va aborder aussi le sujet des chambres d'hôtes, Claudine. Oui, on va aborder, tous ces sujets-là, puisqu'évidemment, il y a des mesures qui sont transversales. Et puis, vous pourrez poser vos questions tout au long, du webinaire. Il se fera un plaisir de vous répondre, évidemment. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue aux personnes qui sont en cours, de connexion sur cette plateforme de webinaire. Nous allons bientôt commencer. Installez-vous confortablement. Une grenadine, une paille, sous la clim ou au soleil. En tout cas, face à votre ordinateur, peut-être dans vos oreilles. Cet après-midi, ce webinaire vous est consacré, vous les professionnels du tourisme du Grand Est. Alors on me dit: «Pas de paille, c'est pas écolo». Enfin, il y a quand même des pailles, aujourd'hui qui peuvent être écolos, non? En tout cas, installez-vous confortablement. Ce webinaire va bientôt commencer. Bonjour et bienvenue à toutes les personnes
présentes et à celles qui arrivent encore maintenant. Nous allons bientôt commencer. Soyez les bienvenus. Nous allons commencer d'un instant à l'autre ce webinaire consacré aux professionnels du tourisme. Bienvenue aux personnes qui sont déjà présentes, bienvenue et bonjour à celles qui sont en cours de connexion. Nous allons bientôt commencer. Installez-vous confortablement. Merci de votre présence aujourd'hui. Nous allons, je l'espère, répondre aux questions que vous vous posez sur toutes ces mesures à déployer dans le contexte que nous connaissons maintenant. Bienvenue à tous. Soyez les bienvenus. Ce webinaire va commencer d'ici 1 minute. J'espère que vous êtes prêts de votre côté parce que nous, on est super prêts. Pour tout vous dire sur les mesures à déployer dans votre secteur d'activité pour une reprise d'activité sous l'angle de la sécurité et sous l'angle de la reconquête de la confiance de vos clients. Écoutez, je vous propose de commencer. Si vous êtes prêts, chez nous, c'est bien aussi. Alors, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Ce webinaire vous est présenté cet après-midi par GEST, l'association régionale des services de santé au travail du Grand Est, de la vingtaine de services de santé au travail du Grand Est. Nous attendons aujourd'hui un peu plus de 70 personnes à ce webinaire consacré aujourd'hui aux professionnels du tourisme. Alors, ce webinaire vous est proposé dans le prolongement d'un guide publié cette semaine, rédigé par les services de santé du Grand Est, avec le soutien de la région Grand Est et de l'Agence régionale du tourisme. Ce guide est un guide de bonne pratique pour les entreprises du tourisme et y sont abordés la réception, l'accueil, l'hébergement, les espaces, les sanitaires communs, etc. Je l'ai dit, les campings, les gîtes, etc. Parmi vous, des entreprises adhérentes à l'un ou l'autre des services de santé de la région, d'autres non, des partenaires, des institutionnels, d'autres services de santé au travail, et pas d'inquiétude, puisque les informations que nous allons vous donner cet après-midi ne font évidemment pas cette différence. Ce qui nous réunit aujourd'hui, ce sont les questions que vous vous posez et les réponses que nous vous apporterons. Je me présente, je suis Gaëlle Faure, responsable communication à Alsace Santé Travail, service de santé au travail de Strasbourg. Et cet après-midi, ce webinaire sera animé par Dr Françoise Sigel, médecin du travail, et Nathan Coulin, ergonome, tous les deux collaborateurs d'AST 67. Pour ce qui est des questions, je vous propose de les envoyer par l'outil qui se trouve sur votre droite. Clarisse Bellingard, intervenante en prévention des risques professionnels, est dans les starting blocks pour répondre à toutes vos questions. En fin d'intervention, je poserai vos questions à nos experts et Monsieur Pierre Labadie nous rejoindra à la fin de cette intervention pour répondre également à vos questions. Ce webinaire durera environ 1 heure 15. Le replay et le support de présentation sera disponible sur notre site internet. Nous vous donnerons le lien après. Alors, le Grand Est est une destination aimée des Français et même si la crise nous a fortement impactés, l'heure est maintenant à la reprise d'activité et surtout à la reconquête de la confiance de vos clients. L'enjeu aujourd'hui consiste à rassurer et à communiquer auprès de vos collaborateurs, auprès de vos clients, sur le strict respect des procédures sanitaires et des gestes barrières dans vos établissements et vos structures d'accueil. Alors, nous allons vous accompagner dans ce changement
vous expliquant l'intérêt des mesures sanitaires à déployer. Alors, le guide des bonnes pratiques est en téléchargement sur le site de Strong Together, sur le site de la Grande Région et sur le site d'AST 67, entre autres, et sur les sites d'autres services de santé au travail de la région, évidemment. Alors, pour ce qui est des sujets que nous allons voir aborder cet après-midi, Dr Sigel va commencer par faire un rappel sur le Covid-19, son contexte et puis son mode de transmission pour savoir comment s'en protéger. On continuera sur les préconisations sanitaires communes à tous vos métiers. On continuera avec les préconisations spécifiques et puis on finira avec d'autres conseils pour faire le tour de la question. Docteur Sigel, c'est parti. Merci à vous, Gaëlle. J'espère que tout le monde m'entend bien. Oui, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous parler des critères sur lesquels nous nous basons aujourd'hui, parce que les critères ont légèrement changé au cours de l'histoire du Covid, de l'histoire récente. Ces critères sur lesquels nous nous basons pour vous faire nos recommandations en matière de prévention en entreprise. L'idée, effectivement, c'est de vous donner les outils pour que vous puissiez regagner la confiance de vos salariés et de vos clients. Alors, le virus Covid, il y a des choses que vous savez sans doute, mais il n'est pas inutile de le rappeler. Il est basé sur la question de la transmission par la projection de gouttelettes infectieuses qu'on appelle habituellement les postillons vers les autres et sur les surfaces que ces postillons contaminent. Pour vous donner une idée, parler normalement projette ces postillons à 1,5 m, je dis bien 1,5 m, éternuer, tousser lorsque ce n'est pas fait dans le coude projette à plus de 5 mètres. Pour les risques de contamination, on est en situation de risque lorsqu'on inhale ces gouttelettes-là, ou bien en touchant une surface contaminée, puis en portant les mains ou un objet contaminé à notre visage. Les portes d'entrée sont le nez, les yeux, la bouche. Pour vous donner une idée des temps de survie, mais c'est bien une idée, il ne faut pas le prendre en matière de valeur absolue. Sur la peau, la survie du virus est de quelques minutes. Dans l'air, il est de quelques heures. Sur la monnaie, par exemple, 4 heures. Les vêtements et les cheveux, 12 heures. Le carton, une journée. Plastique, acier inoxydable, de 3 jours. Plus c'est lisse et plus c'est humide et plus ça survit. Pour ce qui est des symptômes Covid, parce que vous allez peut-être, en accueillant le public, être confronté à des gens qui pourraient présenter des symptômes, cela a été redéfini récemment. C'est ou bien classiquement maintenant l'infection respiratoire aiguë avec fièvre ou une sensation de fièvre, ou bien pas du tout cela et la survenue brutale d'une fatigue inexpliquée, de courbatures, de maux de tête, en dehors d'un contexte de migraine évidemment qui est connu des personnes, ou un point important, modification ou perte d'odorat et ou modification ou perte du goût. Dans quelle situation est-on dans un contact à risque? Cette définition-là aussi a changé. On parlait de contact étroit avant. Maintenant, on va dire la chose suivante. Ne sont pas en contact à risque, un contact qui se ferait de part et d'autre d'un écran. C'est pour ça que nous recommandons des écrans au poste d'accueil, plexiglas, vitre ou autre chose. Lorsqu'une des personnes porte un masque FFP2 ou chirurgical, et lorsque les deux portent un masque grand public. Par contre, est un contact à risque, un face-à-face, quelle que soit sa durée, lorsqu'on se parle, et à deux dans un espace confiné pendant 15 minutes au moins. Ces deux derniers points sont des points extrêmement importants dans la situation de travail. J'ai du mal à faire défiler, excusez-moi. Voilà.
Il y a une chance dans ce virus, c'est qu'il est extrêmement sensible à beaucoup de produits, ce qui lui permet d'être désinfecté ou détergé facilement. C'est un virus qu'on dit enveloppé, il est plus facile à éliminer. Tout détergent, savon, agit efficacement sur son enveloppe et désactive le virus. Les désinfectants, notamment par exemple l'alcool à 70 degrés, dégrade les protéines et va aussi de cette même enveloppe et va affaiblir cette couche qui l'enveloppe et l'éliminer. Il sera donc toujours nécessaire de déterger des surfaces, mais dans certains cas, il faut aussi les désinfecter, les décontaminer. C'est notamment lorsqu'il y a un risque de contamination par contact avec les mains. Pourquoi je n'arrive pas à… excusez-moi, j'ai un problème de défilement du PowerPoint. Il est carrément planté. Je vais reprendre la main. Nathan. Excuse-moi, j'ai un problème de défilement. Nathan, j'ai un problème de défilement. Nathan va reprendre la main sur le défilement. Merci. Pour ce qui est de la désinfection des surfaces, l'OMS recommande par exemple des désinfectants chimiques, il y en a beaucoup, des désinfectants à base d'eau de javel tout simplement, à la bonne dilution. Vous trouverez la dilution dans le guide. Les solvants, tout alcool avec un taux d'alcool supérieur à 70%, l'acide peracétique, le chloroforme, mais pas le vinaigre. Et par ailleurs, il faut savoir que le virus du Covid-19 est également sensible à la température avec une décontamination à partir de 60 degrés. Donc, tous les vêtements ou tous les textiles qui sont lavés à 60 degrés sont décontaminés. Les sols qui sont lavés à l'eau chaude, ça va renforcer la décontamination, mais je vous rappelle, la javel, c'est l'eau froide. Merci, docteur Sigel. Nathan, on va continuer avec vous sur les préconisations communes à tous, que ce soit le référent Covid, le port des EPI, donc notamment le port du masque, puisque je vous rappelle que ça reste malgré tout très très important de le porter malgré la chaleur ambiante. Les gestes barrières, évidemment. On y va avec vous, c'est parti. Bonjour à tous. Alors la première préconisation qu'on va pouvoir vous apporter aujourd'hui, c'est déjà d'identifier et de nommer un référent Covid dans vos entreprises. En fait, c'est une personne qui va avoir un rôle d'information et de sensibilisation des salariés et dans votre cas également potentiellement des clients. Il va vérifier la mise en œuvre des gestes barrières dans vos établissements, la mise en place des bonnes pratiques sur l'ensemble des postes de travail et il va assurer une veille réglementaire pour se mettre au courant de toutes les préconisations gouvernementales ou autres qui vont sortir puisque avec ce Covid, on l'a vu, les indications sortent très vite. Alors si ça vous intéresse, il y a un replay d'un webinaire spécialement dédié à ce référent Covid-19 que vous trouvez donc sur le site internet d'AST67. Alors, on parlait donc de gestes barrières, il faut donc les rappeler, ils sont importants, vous les connaissez probablement par cœur, mais on va les balayer très rapidement. Il faut évidemment se laver régulièrement les mains, soit avec de l'eau ou du savon, soit avec une friction de gel hydroalcoolique. Il va falloir tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir. Et il va falloir respecter une distanciation physique. Alors, la distanciation physique gouvernementale est d'1 mètre. On va voir par la suite qu'on peut même considérer une distanciation physique plus importante pour se protéger d'autant plus. On va également se moucher dans des mouchoirs à usage unique et les jeter. On va se saluer comme on le fait depuis des mois maintenant sans se serrer la main et sans embrassade. On va évidemment éviter de se toucher le visage pour s'infecter soi-même. Et en complément de tous ces gestes, on va porter un masque quand la distanciation physique inférieure à 1 mètre ne peut être respectée. Alors, on parle donc d'équipements de protection individuelle. On va les rebalayer aussi très rapidement. Il faut savoir qu'il existe différents types de masques. On l'a vu, il y a des masques de catégorie 1 qui sont dits donc chirurgicaux, les masques FFP2 et ainsi que des masques grand public normés AFNOR. On a la possibilité d'avoir des gants, mais ils ne sont
globalement et généralement pas obligatoire et même déconseillé, puisqu'il faut quand même prendre conscience que des gants vont pouvoir devenir des mains s'ils ne sont pas nettoyés. Donc, on va les recommander simplement pour les postes de travail qui vont l'exiger. Et s'il y a port de gants à usage unique, il va falloir les enlever sans se souiller les mains, ce qui n'est pas une mince affaire, les jeter immédiatement après leur usage dans une poubelle fermée et de préférence avec commande à pied pour éviter de toucher la poubelle. On va en reparler aussi. Au niveau des visières, on en a vu beaucoup dans les commerces. Les visières permettent donc de protéger les yeux et le visage, mais on n'aura pas une protection aussi hermétique qu'avec un masque. Donc, il faut quand même être vigilant au niveau de ces visières. Elles protègent donc de la projection de gouttelettes infectieuses. Et il existe également des blouses selon les activités qu'on peut rencontrer, si besoin, à usage unique ou au moins lavable à 60 degrés. Alors très rapidement, on va redétailler les petits, les types de masques. Donc les chirurgicaux, il faut savoir qu'ils protègent partiellement le porteur, mais protègent complètement les autres personnes autour. Et il a une durée de port maximale de 4 heures. Les FFP2 et FFP3, il en existe avec ou sans valve. Donc sans valve, on va avoir une protection complètement optimale entre le porteur et les personnes autour, alors qu'avec une valve, la personne sera protégée, mais par contre, les gouttelettes infectieuses pourront potentiellement être expulsées par cette valve, donc elle ne va pas protéger les autres. Dans les deux cas, c'est le masque qu'on peut porter le plus longtemps, c'est 8 heures de port maximum. Et les masques grand public qui se sont bien déployés depuis le début de cette crise. Il en existe 2 catégories, 1 et 2. Elles vont protéger toutes les deux partiellement le porteur et complètement les autres personnes, comme un masque chirurgical, avec aussi une durée de port de 4 heures. Les 2 catégories vont se différencier en fonction du contact qu'on a avec un public. Si on est régulier au contact avec le public, c'est la catégorie 1, sinon c'est catégorie 2. Dans le même esprit, si vous avez envie d'approfondir ce sujet au niveau des masques, parce qu'aujourd'hui on va passer rapidement, il existe un webinaire en replay sur ce sujet et une fiche conseil express qui redétaille un petit peu tous ces éléments-là sur le site internet d'AST67 entre autres. Alors, le port de masque, il y a quand même certaines étapes à respecter. Déjà, avant même de considérer de mettre un masque, il faut absolument se laver les mains, c'est très important pour éviter de contaminer directement le masque. On va ensuite repérer la barrette métallique qui est en haut du masque. On va placer le masque autour de nos oreilles avec les élastiques. On va l'ajuster en hauteur et on va donc pincer au niveau du nez pour que le masque épouse bien le nez. Et on va tester son étanchéité. Évidemment, on le voit beaucoup dans la rue malheureusement, mais il faut éviter de mettre son masque en position d'attente sous le menton ou oui, sur le front, c'est ça, pour éviter donc de porter nos mains à nos visages et donc du coup potentiellement se contaminer. Le masque n'a plus aucun intérêt à ce moment-là. L'opération inverse, retirer un masque, on va donc faire ces opérations-là, on va le prendre par les élastiques et on va le retirer. Il faudra simplement être vigilant de bien se laver les mains avant de manipuler le masque et après l'avoir jeté. Alors, quand porter un masque, évidemment, le masque va être nécessaire absolument quand une distanciation physique ne peut pas être respectée. Aujourd'hui, on va parler de distanciation physique d'1,5 m. On est un peu plus grand que la distanciation réglementaire, mais on a vu avec Dr Sigel que les gouttelettes infectieuses pouvaient aller jusqu'à 1,5 m quand on avait une action de parler. Donc, il vaut mieux augmenter cette distanciation physique pour se prémunir d'autant plus d'un risque de contamination. Le port du masque va toutefois être obligatoire pour le personnel de restauration, que ce soit pour du service en salle ou service en hébergement, en room service, ou pour les personnes qui travaillent en cuisine. Ils vont devoir porter obligatoirement le masque. En cuisine, les salariés vont devoir également porter des gants et une coiffe. Et au niveau de la plonge, il va falloir également une surblouse à usage unique et des lunettes, puisqu'il y a un risque de projection quand même un peu plus important quand on fait de la plonge. Alors, donc distanciation physique, si on la redétaille un petit peu, toujours privilégier donc une distanciation de plus d'1,5 m, on ne le dira jamais assez. C'est une distanciation qui est à respecter entre les individus, mais également entre tous les équipements qui vont faire qu'on va avoir un regroupement de personnes, c'est-à-dire entre les tables dans les espaces communs, dans les espaces de restauration, il va falloir les espacer, entre les lavabos dans les sanitaires, entre les bains de soleil sur les lieux de détente, etc., etc. C'est une règle qui est appliquée à large échelle.
Et il va falloir adapter cette distanciation physique en fonction de notre activité. On l'a vu, 1,5 m de projection de postillon quand on parle, 5-6 mètres quand on éternue, mais il y a également une notion à prendre en compte, c'est l'activité sportive, par exemple. Quand on va faire un jogging, on peut postillonner, à une distance équivalente de 10 mètres. Donc, c'est quand même pas rien. Et donc, c'est à ce moment-là où il faut penser à augmenter la distanciation physique entre les personnes pour limiter le risque de transmission du virus. Pour aider à cette distanciation physique, on va également matérialiser au sol ces distances. On pense surtout aux files d'attente et tout ce qui est lieu de regroupement de personnes. Et également pour les personnes qui travaillent en extérieur, il est préférable de délimiter ces zones d'intervention en extérieur pour éviter une promiscuité entre les gens. Au niveau des hébergements, il va falloir essayer de privilégier les check-in, check-out et tous les paiements sans contact. Globalement, il faut essayer de réduire au maximum la promiscuité avec le public. Dr Sigel l'a parlé, il faut essayer de favoriser l'installation de parois plexiglas ou de vitres sur les postes d'accueil du public et entre les tables de restauration. Aujourd'hui, on en voit beaucoup dans les lieux de restauration, donc pour éviter le risque, limiter un peu plus le risque de contamination. On va conseiller d'inciter les collaborateurs à privilégier des moyens de communication à distance, donc téléphone ou visioconférence comme aujourd'hui, pour transmettre des consignes de travail, pour prendre des commandes, pour faire un retour d'expérience, pour prendre du contact et sensibiliser ses collaborateurs. Et il faut porter une vigilance au niveau des ascenseurs, puisque les ascenseurs sont des espaces forcément confinés, où le renouvellement de l'air n'est pas forcément adéquat et où les distances sont très faibles. Donc, on va limiter le nombre de personnes par ascenseur et on va, si possible, inciter les clients et toute autre personne à prendre les escaliers. Au niveau des livraisons, il va falloir privilégier les livraisons à distance, en tout cas des livraisons qui ne se font sans contact entre les livreurs et les salariés. Au niveau de la restauration, il va falloir éviter au maximum le service en self. Il vaut mieux privilégier la prise de commande en amont et préparation et distribution de plateaux individuels avec toujours donc une personne qui est équipée d'un masque pour les délivrer. Et on va globalement limiter le nombre de personnes qui vont être présentes dans des espaces confinés, c'est comme l'ascenseur. Là, on va parler surtout de cuisine, ateliers techniques, etc. Ce sont des lieux qui ont tendance à être assez confinés, donc il vaut mieux limiter au strict minimum le nombre de personnes à l'intérieur et préférer l'instauration d'une arrivée cadencée des salariés. Par exemple, pour les vestiaires, si tous les salariés arrivent en même temps, ils vont donc tous se changer en même temps dans les vestiaires et donc on aura un regroupement de personnes. Si on le décale un petit peu dans le temps, on peut faire une arrivée progressive des salariés et donc moins de risques de regroupement. Alors, un petit point sur le lavage des mains. Je pense que ça aussi, on le connaît tous par cœur maintenant parce qu'on ne fait que ça depuis quelques mois, mais il y a certaines étapes à respecter pour se laver les mains. Donc, on le voit ici sur la slide, se mouiller les mains, appliquer le savon, bien se savonner toutes les zones des mains et rincer abondamment et se sécher les mains avec un papier à usage unique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence entre se laver les mains au savon et se laver les mains au gel hydroalcoolique. Dans tous les cas, ça va nous permettre d'éviter de maniporter le virus. Mais quand on se lave les mains avec de l'eau et du savon, il va falloir respecter ce temps de 30 secondes. Sinon, le risque, c'est qu'on ne se lave pas correctement les mains et que ça ne suffise pas. En ce qui concerne le gel hydroalcoolique, par contre, il n'y a pas de durée. Le but, c'est vraiment de veiller à ce que toutes les zones de nos mains soient désinfectées, en fait. Il va falloir du coup pour ce lavage des mains l'inciter systématiquement à chaque entrée, à chaque sortie de l'entreprise et à chaque entrée et sortie des vestiaires, mais également après toutes les manipulations qu'il peut y avoir des objets qui vont être transmis d'une personne à une autre, donc le courrier ou tout autre objet. Et sur un même poste de travail, il va quand même falloir régulièrement se laver les mains, on ne sait jamais. Donc pour se prémunir du risque, il vaut mieux instaurer un roulement toutes les 2 heures où on va se relaver les mains et on est sûr qu'au moins elles sont propres. Si on porte des gants, je l'ai dit tout à l'heure, donc les gants viennent des mains. Donc il faut être vigilant par rapport aux gants et il est impératif de les laver à un moment donné. Par contre, il va falloir respecter le lavage à l'eau et au savon et ne jamais laver des gants au gel hydroalcoolique, sinon on va détériorer la qualité du gant et donc potentiellement la qualité de protection qu'elle nous apporte. Pour cela, il va falloir également essayer de privilégier d'installer des distributeurs automatiques de gel hydroalcoolique dans vos structures, de veiller à la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire pour se laver les mains, donc du savon, de l'essuie-main à usage unique. L'idée, c'est de se dire chaque personne qui est dans l'établissement doit avoir un accès facile à un moyen de se laver les mains.
Et après s'être lavé les mains, il y a certaines choses du coup à essayer d'appliquer pour éviter de manuporter le virus ou de se recontaminer. Donc, il va falloir éviter de toucher un maximum de choses finalement. On va essayer d'éviter de toucher les portes et tous les objets qui sont transmis. Au niveau des portes, il va falloir préférer de les maintenir en position ouverte si c'est possible et si elles sont pas à ouverture automatique. On va éviter, donc je l'ai dit, de transmettre des objets entre les personnes. Donc, on va retirer tout ce qui est objet personnel des postes de travail, tout ce qui n'est pas nécessaire forcément pour travailler pendant ces temps de crise. On les remettra quand on le pourra. On va éviter de se prêter des objets et on va essayer de s'attribuer un maximum d'outils de travail individuels. Alors, les outils de travail individuels, ça peut être des outils informatiques, téléphone, ordinateur, tablette, etc. Mais aussi tous les outils manuels qu'on peut retrouver dans toutes les activités en extérieur, activités de ménage, etc. On peut également penser à dématérialiser un maximum de documents. Les documents papier, on se les échange beaucoup, donc c'est malheureusement un bon moyen de se transmettre le virus. Donc, il faut dématérialiser un maximum de documents. On va également, pour tout ce qui est réception d'objets, de colis, de courriers, de tout ce qui est non alimentaire et non périssable, il va falloir de préférence attendre 24 heures avant de manipuler ces objets-là. On l'a vu avec Dr Sigel, la moyenne de survie du virus sur ces surfaces sont de 24 heures. Donc, il vaut mieux se prémunir en attendant si on le peut. L'idée, c'est d'essayer de les entreposer dans un endroit qui leur est réservé et si possible de les faire directement entreposer par la personne qui les livre. C'est préférable. Si jamais c'est un collaborateur qui les manipule, il faudra simplement qu'il veille bien à se laver les mains. Un petit point en ce qui concerne tout ce qui va être carottes, patates douces et autres fruits et légumes, il va falloir faire une désinfection tout de suite après le décartonnage de ces aliments et avoir un lavage des mains avant et après leur manipulation pour se prémunir donc du coup du virus. Le nettoyage et la désinfection va aussi concerner à plus large échelle tous les points de contact. Il va falloir les nettoyer régulièrement puisque le tourisme est confronté à une activité où on a beaucoup de clients qui vont et viennent et donc beaucoup de clients qui touchent à certaines choses et tout autant que les salariés d'ailleurs. Donc, il va falloir nettoyer et désinfecter tout ce qui est terminal de paiement électronique, tout ce qui est téléphone, clavier, digicode, poignée, interrupteur. On pourrait faire une liste pendant un quart d'heure tellement il y a beaucoup de points de contact qu'on ne réalise pas forcément. Et il faut absolument veiller à ce qu'ils soient nettoyés et désinfectés régulièrement. Et on peut également demander aux clients des hébergements de participer à certains actes, déposer des serviettes dans les douches ou dans des espaces qui sont prévus à cet effet pour éviter que le personnel d'entretien les manipule, respecter les gestes barrières, réceptionner les plateaux alimentaires sur leur palier, éviter de rentrer dans la chambre et de donner de main à main ce plateau, etc. On le voit beaucoup aujourd'hui pour ceux qui ont repris comme moi la fréquentation des restaurants et des bars. Il va falloir retirer tout ce qui est carte, menu, flyer et dans les hébergements, tout ce qui est couvre-lit et coussins décoratifs. Globalement, tout ce qui est encore une fois touché par les personnes. Il vous faut mieux préférer pour ce qui est des hébergements d'afficher le menu sur la télé et pour tout ce qui est lieu de restauration, mise en place de tableaux d'affichage qu'on ne touche pas ou mise en place de QR code comme on le voit beaucoup, où les personnes sont amenées à le scanner avec leur téléphone privé et donc ont accès à la carte en ligne. On va essayer de ne pas distribuer également les produits d'accueil en salle de bain pour éviter que les personnels d'entretien encore manipulent certains objets qui ont été touchés par d'autres. Donc pour tout ce qui est recouche, il vaut mieux privilégier de les mettre à disposition sur demande des clients à la réception et donc les clients se servent en fonction de ce qu'ils ont besoin. En restauration, on va vous demander si possible de supprimer tout ce qui est vitrine et buffet en libre service. Encore une fois, tout ce qui est touché. Il vaut mieux partir sur des plateaux individuels nominatifs ou un service à l'assiette et à la minute. C'est préférable quand même de privilégier des services dans les hébergements, même si on voit aujourd'hui que les gens ont tendance à ressortir, mais ça permet de se protéger d'autant plus avec potentiellement le dépôt des plateaux devant les portes. Et pour ce qui est restauration en salle, utiliser des outils pour manipuler les aliments, les condiments qui sont stockés. Donc, par exemple, les pinces pour servir les pains et les viennoiseries, c'est préférable. Dans les commerces, on va essayer de demander aux clients de ne pas toucher les produits lorsque cela n'est pas nécessaire. Donc, je pense par exemple aux fruits et légumes. On va essayer de leur demander de ne pas prendre un fruit si finalement il ne le prend pas. Ce serait préférable. Il faudrait mettre à disposition des sprays désinfectants autant que faire se peut dans tous les lieux de partage pour pouvoir bien désinfecter
avant d'utiliser une machine et après pour le prochain. Et j'en ai parlé aussi tout à l'heure, mettre à disposition des poubelles à commande à pied, donc à pédale, pour vraiment éviter de toucher ces outils avec les mains. Alors, on a vu donc le lavage de mains. Maintenant, on va aborder tout ce qui est nettoyage, donc le protocole de nettoyage à appliquer dans vos entreprises. Le premier point important, c'est qu'il faut une traçabilité de ces opérations de nettoyage. Il faut avoir une idée de qu'est-ce qui a été nettoyé, désinfecté et quand, pour pouvoir permettre un roulement optimal. Il va falloir faire une désinfection régulière de tout ce qui est plan de travail, tout ce qui est point de contact, on ne le dira jamais assez, tout ce qui est équipement. Et pour le nettoyage des sols, il va falloir privilégier un nettoyage à l'humide. L'aspirateur, il va vraiment être déconseillé parce qu'il va remettre en suspension potentiellement des particules virales, sauf s'il est équipé d'un filtre EPA, mais il vaut mieux privilégier le nettoyage à l'humide. Pour un nettoyage régulier des sols, s'il n'y a pas de suspicion de contamination, on a vu avec Dr Sigel, les détergents fonctionnent très très bien. Donc une solution détergente classique fera l'affaire. Il faudra simplement toujours coupler le nettoyage à une aération naturelle régulière des locaux. Donc, 3 fois par jour pendant 15 minutes, ça c'est pareil, on va leur dire plusieurs fois pendant le webinaire, c'est très important. Et donc, on le verra, on en reparlera aussi, mais essayer de proscrire tout ce qui est ventilation collective et recyclage de l'air ambiant. Dans les hébergements, pour le protocole de nettoyage, il vaut mieux essayer d'éviter de travailler à deux, toujours éviter cette promiscuité entre les personnes quand c'est possible, bien sûr. Il va falloir préparer en amont son chariot de nettoyage pour veiller à avoir tous les objets et les produits nécessaires à l'entretien des chambres. Après un départ client, il faut veiller à l'aération naturelle de la pièce pendant au moins 15 minutes et il vaut mieux attendre même de préférence 3 heures avant de débuter un nettoyage à blanc, donc un nettoyage complet des chambres. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu dans l'air, en moyenne, le virus peut rester actif pendant 3 heures, donc c'est mieux d'attendre un petit peu. Dans le nettoyage d'une chambre, il vaut mieux suivre un ordre. Donc, il vaut mieux commencer par déjà tout ce qui est le linge. Le linge, c'est quelque chose qui est touché, donc potentiellement contaminé, souillé. Donc, il vaut mieux commencer prioritairement par l'ensachage hermétique du linge dans la chambre, sans le secouer, sans le mettre en contact avec la peau et évidemment sans croisement avec un linge propre. Il vaut mieux privilégier une marche en avant pour éviter de contaminer du linge qui est propre. Et ensuite, il vaut mieux suivre un ordre de nettoyage précis. Nous, on s'est dit, il vaut mieux commencer quand même par la literie. Ensuite, toutes les surfaces contact qui ont été potentiellement du coup en contact avec les clients. Et ensuite, terminer par la salle de bain et le sol. Pourquoi terminer par la salle de bain et le sol? La salle de bain, ça va demander un nettoyage plus important. On va y revenir tout de suite. Et donc, il vaut mieux commencer par le nettoyage de la chambre. Comme ça, on peut fermer la porte de la salle de bain et se protéger un peu plus de cette zone potentiellement plus infectieuse. Donc, je le disais, salle de bain, un nettoyage plus approfondi. Il va falloir utiliser des lingettes désinfectantes pour les lavabos, pour les robinetteries, pour les WC. Il va falloir sensibiliser aussi bien clients que salariés que le rabattage systématique de la cuvette des WC avant de tirer la chasse d'eau va permettre d'éviter un risque supplémentaire de projection. Et si possible, il va falloir supprimer les brosses WC puisque c'est encore une zone contact des clients, donc c'est préférable de les retirer. On va vous conseiller de respecter les consignes de dosage, de température de l'eau et de temps de contact pour s'assurer que tout est nettoyé correctement. Et au sens plus large, il va falloir de toute façon éviter tout ce qui est procédé de ménage qui va induire une remise en projection des particules dans l'air. Donc, encore une fois, ne pas secouer ni la literie ni les serviettes. Au niveau des parties communes, même mot d'ordre, augmenter la fréquence de nettoyage évidemment. On va vous conseiller de désactiver les sèche-mains. Pareil, ça remet en suspension les particules virales, donc il vaut mieux éviter. Et un petit conseil qui peut être intéressant, c'est s'il y a des rondes de nuit, les optimiser pour qu'il y ait la désinfection des principaux points de contact pendant cette ronde de nuit, puisque pendant la nuit, potentiellement moins de croisements entre les gens, et donc on s'assure que les points de contact sont au moins nettoyés à ce moment-là. Dans les cuisines, il va falloir nettoyer et désinfecter évidemment chaque poste de travail entre services et chaque équipement qui va être transmis d'une personne à une autre. Et un petit conseil sur les températures de plonge qui doivent être respectées pour éliminer ce virus. Donc au moins 60 degrés pour le lavage et 70 à 80 degrés pour le rinçage.
Pour le linge, bon, le linge, c'est pareil, c'est quelque chose qui va potentiellement facilement transmettre le virus, donc il faut quand même adopter quelques règles, avoir une tenue adaptée pour gérer le linge sale, donc des manches longues et des gants hein, pour se protéger soi. Euh, Tenter dans la mesure du possible de ne plus traiter le linge qui appartient au client pour limiter les risques de transmission. Le cycle à 60 degrés pour le lavage du linge, hein, puisqu'on on l'a vu, le virus ne survit pas au-delà de cette température, sans surdosage de la lessive, puisque ça n'aura pas d'impact sur l'élimination du virus. Et il va falloir réfléchir à l'éventualité où on est confronté à un linge ou une tenue qui est contaminé, et donc il vaut mieux établir un protocole pour sa gestion et pour son nettoyage. Alors la question maintenant qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on doit nettoyer une surface qui a été on suspecte ou qu'on sait de manière ferme qu'elle a été en contamination par le virus du Covid-19. Il faut adopter une combinaison jetable ou une blouse, des gants jetables ou de ménage et des masques pour se protéger soi. Et il va falloir utiliser donc un produit désinfectant pour les points de contact avec des lavettes jetables et donc la solution désinfectante virucide qui répond à la norme 14476 pour s'assurer qu'elle est réellement efficace. Pour tout ce qui est nettoyage de sol et surface, il faut prévoir 3 bandeaux de lavage. En fait, on va faire une détergence, un rinçage et une désinfection. Donc le premier pour le produit détergent, le second pour le rinçage à l'eau potable et le dernier avec donc le désinfectant. Donc ici, on parle d'eau de javel diluée à 0,5%. On en a fini avec le nettoyage. Quelques mots encore pour ces préconisations générales. Qu'est-ce qui se passe si on est amené à avoir un salarié qui présente des symptômes? Il faut mettre en place une procédure pour gérer cette éventualité. Évidemment, il faut interdire forcément l'accès à toute personne qui présente des symptômes, hein. Il faut encourager les salariés à surveiller leur propre état de santé, donc potentiellement vérifier leur température. On va isoler les personnes symptomatiques si jamais elles sont présentes à l'intérieur dans une pièce avec donc gestes barrières et équipement de protection individuelle. Et il va falloir ensuite mobiliser le personnel adéquat, donc soit un professionnel de santé qui est dédié dans l'entreprise, soit un sauveteur secouriste du travail, le référent Covid, avec bien sûr port de pays, et on analyse ce qui se passe. S'il n'y a pas de signe de gravité apparent, il va falloir contacter le médecin généraliste demander à la personne de contacter son médecin généraliste ou contacter le médecin du travail de l'entreprise pour demander conseil. Et il va falloir organiser son retour à domicile à cette personne. Par contre, s'il y a signe de gravité, on ne se pose pas de questions, on appelle le 15 et on organise l'arrivée des secours. Maintenant, c'est un client qui présente des symptômes. C'est une éventualité aussi à prendre en compte, évidemment. Alors, avant tout séjour, il faut former les équipes de réception sur ces procédures à suivre en cas de suspicion de contamination du virus. Pendant le séjour de la personne, si elle commence à présenter des symptômes, il faut inviter les gens à se manifester en appelant la réception et à s'isoler dans l'attente d'un avis médical. Et il faut s'assurer qu'il manque de rien, donc qu'il ne manque pas de masque, qu'il ne manque pas de savon, pour respecter encore une fois ces gestes barrières. Et après son départ, il est préférable de consigner la zone, forcément, avec un balisage. Donc pendant au moins 3 heures, puisqu'on le redit encore une fois, c'est la moyenne de survie du virus dans l'air, et si possible pendant 12 à 24 heures, puisqu'on a vu que le virus pouvait, sur certaines surfaces, vraiment vivre un petit moment. Donc il vaut mieux préférer d'attendre quand c'est possible. Et encore une fois, le mot d'ordre, aérer la zone naturellement pour renouveler l'air. Merci Nathan pour ce point très précis sur les préconisations générales, pour certaines qu'on entend maintenant depuis quelques semaines, et puis pour le rappel. Docteur Sigel, on continue avec vous sur les préconisations spécifiques dans les saunas, dans les hammams, dans les piscines, qu'on a envie d'y être cet après-midi. Voilà, donc on va aborder quelques points spécifiques du tourisme, qui sont par exemple fitness, piscine et les spas. De manière globale, chaque fois que vous pouvez le faire, il faut organiser la distance physique entre les gens. Il faut veiller au respect des gestes barrières et mettre du gel à disposition. Ça, c'est une observation qui est générale. Avant la réouverture des fitness, piscines et spas, bien évidemment, vous allez procéder à des entretiens
déclaration et opérations sanitaires nécessaires avec purge, lavage des filtres et canalisation, traitement et surveillance des légionnelles, c'est du classique. Il faut respecter les modalités de désinfection de l'eau plus que jamais, ne pas surdoser pourtant les produits de traitement et remettre en fonctionnement les installations quelques jours avant la réouverture au public. Cette observation est vraie pour tout ce qui concerne des flux. Ça concerne aussi, par exemple, la remise en route de ventilation. Il faut les remettre en route avant. Pour ce qui concerne des espaces bien-être et wellness, vous pouvez vous référer à la fiche métier sur la branche esthétique que vous retrouverez également sur nos sites. Équiper autant que faire se peut les postes d'accueil avec des parois de protection. Nous avons vu tout à l'heure que les écrans protégés d'un contact, rallonger des plages horaires pour gérer les flux et contrôler le nombre et les regroupements de clients dans des zones de soins, demander à la clientèle de se laver, de prendre une douche, voire de se désinfecter en fonction des soins qu'ils ont demandés, et prévoyez un bac de dépose du linge sale directement accessible par le client, que votre personnel n'ait pas besoin de manipuler ce linge-là. Nettoyer, désinfecter toutes les surfaces, postes d'accueil et cabines de soins. Là, on parle bien de désinfection. Après chaque soin, aérer la cabine autant que vous pouvez le faire. On sait bien qu'il n'y a pas de ventilation naturelle le plus souvent dans les cabines. Donc, laissez la porte ouverte en grand. Évitez les ventilateurs qui sont proscrits. En fin de soin, indiquez au client également où jeter les serviettes utilisées sur le même mode que le linge. Les consignes aux clients doivent être affichées. Cela couvre votre responsabilité. Lavage de mains, prise d'une douche, masque obligatoire et favoriser tout ce qui est réservation dématérialisée ou par téléphone, email, site web. Laissez tous les effets, demandez à ce qu'ils laissent tous les effets personnels au vestiaire et qu'ils viennent avec leur gobelet propre ou leur gourde ou favoriser le jetable. Pour les spas, piscines et hammams, ayez à l'esprit que le virus survit beaucoup mieux dans les zones humides. Donc les hammams, reste un point de vigilance. Il faut absolument gérer les flux, organiser un circuit en passant par les douches, savonner, les pédiluves. Tout ce qui est décontaminé avant d'entrer dedans ne contaminera pas le lieu. Réglementer l'accès, spa, sauna, jacuzzi pour éviter les regroupements. Prévoyez un affichage limitant le nombre maximal de personnes. Nettoyer, ça veut dire prendre du temps. L'hygiène prend du temps. Donc, prévoyez 30 minutes avant l'ouverture et 30 minutes après la fermeture pour nettoyer tous vos locaux. En salle de repos, espacez les transats, organisez donc la distance physique et mettez des housses jetables sur les différents transats. Désinfectez les endroits que l'on touche sur le transat. Pour ce qui est du sauna, évidemment, la serviette est obligatoire avant de s'y asseoir. Pour ce qui est de la piscine, encore une fois, ce sont des mesures de prévention collective, organisationnelle. Rendez le passage par la douche et le pédiluve incontournable. Recommandez le port du bonnet aussi. Mettez à disposition du savon liquide. Nettoyez régulièrement les fils. Désactivez le recyclage d'air. Il faut toujours privilégier la prise d'air neuf. Condamner les sèche-cheveux. Espacer les transats et chaises dans les aires de repos. Contrôler l'affluence avec l'attribution de tranches horaires et contrôle d'accès. Et interdisez la pratique sportive dans les espaces collectifs en zone humide. Vous avez vu avec Nathan que la pratique sportive, elle projetait les postillons très loin. Le milieu humide est particulièrement favorisant pour laisser les virus en suspension dans l'air, donc il faut être particulièrement vigilant là-dessus. Pour ce qui est de l'hébergement collectif, hôtel, auberge, club, colonie de vacances,
Il faut adapter les programmes d'animation, de préférence en extérieur. Tout ce qui est fait en extérieur est moins à risque, avec respect des distances. Vous disposerez des produits désinfectants dans les parties communes. Vous renforcerez le nettoyage et la désinfection des parties communes. Vous organiserez le planning pour limiter les regroupements de collaborateurs et vous recommanderez le nettoyage de vaisselle par l'occupant lui-même. Appliquer les règles de distance physique également à la question du transport. Ici, cette distance physique ne peut pas être respectée. Il faut imposer le masque et procéder au nettoyage et à la désinfection du véhicule. Pour les hôtels, auberges, clubs, colonies de vacances, le nombre avec l'accueil de mineurs, c'est une autre problématique. Le nombre n'est pas restreint, mais fixé par l'organisateur. Mais sauf exception, les responsables légaux ne sont pas admis pour ne pas augmenter la fréquentation. Imposer le lavage des mains des mineurs, c'est le moment de leur apprendre l'hygiène et la désinfection du matériel. Lorsqu'il est transmis entre eux, le port du masque n'est obligatoire que pour les plus de 11 ans. Limiter la participation des mineurs aux tâches de nettoyage, qui, elles, sont réservées prioritairement aux intervenants adultes avec port de pays, parce qu'il faut être aussi sûr que ça soit fait correctement. Ne mettez pas en libre accès tout objet pouvant être touché par plusieurs personnes et la restauration peut se faire sous forme de panier individuel ou de plateau repas et privilégier une distance de 1,5 m entre les mineurs au moment du repas. Pour ce qui est des autres prestations, par exemple, favoriser les visites libres aux visites guidées, vous trouverez bien évidemment beaucoup plus de détails dans le guide. Ça serait fastidieux de tout vous exposer, ça ressemblerait à une checklist qui n'en finit pas. Limitez les navettes pour les clients, donnez leur rendez-vous dans un lieu identifié et assurez-vous que chaque collaborateur dispose d'une bouteille ou d'une gourde personnelle, notamment lorsqu'il fera chaud. Pour ce qui est des soins à domicile, demandez aux clients de ranger, nettoyer, désinfecter le lieu de prestation avant l'arrivée du salarié et aérer le lieu en ouvrant les fenêtres et demandez-lui de rester dans la pièce et que les autres membres de la famille n'y soient pas. Un petit point de vigilance sur le no-tourisme, vigilance au niveau de la dégustation et du crachat, ainsi que confinement possible au niveau des caves lorsque vous accueillez du public dans les caves. Organisez un maximum d'activités plutôt dans les espaces aérés, en terrasse, avec distance physique d'1,5 m, avec un plan de nettoyage et de désinfection régulier de tous les éléments en contact avec les personnes. Vous trouverez beaucoup plus de détails par le lien qu'on vous indique sur cette slide. Voilà, je laisse la parole à Nathan pour les autres conseils sanitaires. À vous, Nathan. Ouais. C'est bon. Alors, pour ce qui reste des autres conseils sanitaires, on va parler aussi de tout ce qui est affichage, signalétique, de déplacement. Il va falloir afficher à l'entrée des entreprises et aussi aux réceptions tout ce qui est information préalable à l'accueil de clients. Donc, quelles sont les consignes sanitaires qui sont mises en place, que vous imposez, quelles sont les modalités de prise de rendez-vous, comment vous organisez les services, quelles sont les modalités de paiement, retrait de marchandises. Il faut vraiment que le client puisse être au courant de tout ce qui est organisé dans vos établissements pour prémunir votre santé et prémunir la leur. Il va falloir matérialiser tout ce qui est flux d'accès, donc flux d'accès d'entrée et de sortie, que ce soit dans le temps ou dans l'espace. Globalement, il faut tout faire pour éviter que les gens se croisent. Il va falloir mettre en place une marche en avant, j'en parlais tout à l'heure, donc éviter que le sale contamine du propre, donc en cuisine, en blanchisserie. Éviter que le croisement entre les éléments sales et propres. Voilà, c'est exactement ce que je dis, c'est très bien. Pour la suite... Au niveau des ventilations mécaniques et climatisation, quelques petits points parce que c'est important. On le répète jamais assez. Il faut renouveler l'air avec un apport extérieur. Donc 15 minutes à chaque fois et 3 fois par jour au moins.
Et il faut essayer de ne pas désactiver la ventilation la nuit et le week-end. Vaut mieux la laisser en vitesse réduite pour vraiment prévoir une circulation de l'air à l'intérieur et éviter que l'air commence à stagner. Et pour l'éventualité où un local a été fermé pendant un week-end ou pendant un petit moment, il vaut même mieux forcer la ventilation, pardon, au moins 2 heures avant l'ouverture des locaux pour vraiment favoriser l'entrée d'un air neuf. Au niveau des toilettes, vigilance, c'est un lieu qui est confiné, donc pas facile à renouveler en termes d'air, donc il vaut mieux garder la ventilation en fonctionnement tout le temps, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Il faut proscrire, on l'a dit aussi, donc tout ce qui est brassage d'air ambiant et tout ce qui est recyclage de l'air, puisque ça n'apporte pas d'air neuf finalement. Donc essayez d'éviter d'utiliser les ventilateurs et climatiseurs fixes ou mobiles de préférence. Et il faut vraiment privilégier tout ce qui est unité de traitement de l'air avec 100% recirculation à 100% d'air neuf. Alors si ce sujet vous questionne, vous pouvez aller trouver la fiche conseil ventilation et climatisation sur notre site internet avec le lien qui s'affiche. Quelques petits points encore sur les lieux de restauration. C'est un point important, il faut le dire et le redire, il faut évidemment limiter le regroupement de personnes autour d'équipements et notamment autour de tout ce qui est machine à café, fontaine à eau, micro-ondes, réfrigérateur. Pendant un petit moment, nos conseils de prévention, c'était de supprimer ces accès aux machines à café et fontaines à eau, mais avec du recul, on se dit que c'est pas nécessaire de les supprimer, il faut simplement savoir gérer les accès à ces éléments-là. Donc pas trop de monde autour et veiller à ce qu'on puisse désinfecter ce qu'on touche. Il faut également gérer les accès aux armoires réfrigérées et congélateurs dans les commerces. C'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut essayer d'éviter de toucher ce dont on n'a pas forcément besoin dans les commerces. Et donc, les armoires réfrigérées, on va les toucher pour les ouvrir. Donc, il vaut mieux un accès exclusif aux vendeurs si c'est possible. Comme ça, il est lui seul garant du risque de contamination. Il vaut mieux privilégier pour la restauration plusieurs services pour pouvoir gérer l'affluence des clients, éviter que tous se regroupent au même moment et essayer d'étaler finalement les prises de repas et prioriser donc la prise de réservation et de commande par téléphone pour étaler les horaires. Et pour ce qui est des travailleurs, éviter la restauration sur le poste de travail. C'est valable en temps de Covid, mais c'est valable en tout temps en fait. Il vaut mieux éviter de manger là où on travaille. Quelques points au niveau des déplacements. Alors évidemment, il va falloir les limiter à ceux qui sont vraiment utiles et nécessaires pour l'entreprise. Et si on a un déplacement qui est indispensable, il faut privilégier un seul véhicule par salarié. Enfin, un salarié par véhicule. Et si on a 2 salariés, il faut mieux en positionner un à l'avant et un à l'arrière en quinconce et avec chacun des masques, puisque la voiture, forcément, c'est un espace confiné, sauf si on roule toute vite baissée. Mais il vaut mieux quand même se protéger. Il va falloir désinfecter. Forcément, on touche la voiture, donc il faut désinfecter avant et après chaque utilisation pour ce qui concerne les véhicules d'entreprise. Et un point aussi important, il faut prévoir du gel hydroalcoolique dans le véhicule, mais il faut faire attention, il faut être vigilant parce que le gel hydroalcoolique, c'est une substance qui est inflammable, donc il faut éviter de la laisser à la chaleur. Donc si on sort du véhicule, il vaut mieux, si on utilise un véhicule, il vaut mieux prendre son propre flacon de gel hydroalcoolique sur soi et l'emmener ensuite quand on n'utilise plus le véhicule. Quelques points encore au niveau de la gestion de vos déchets. Il faut, ça c'est valable en temps normal aussi, mais réduire au maximum ces déchets. Il faut rien déposer en dehors des conteneurs. Il faut les vider régulièrement. Et pour tout ce qui est un petit peu à risque de contamination, mouchoirs, masques, gants usagés, il vaut mieux les jeter dans un sac dédié, le fermer soigneusement pour qu'il soit hermétique au maximum et le conserver un petit peu avant de le placer dans la bac d'ordures ménagères. Donc ici, on dit 24 heures. Si c'est moins, mais en tout cas, d'essayer de ne pas le mettre tout de suite avec les ordures ménagères. Il faut se munir de gants pour déposer vos sacs poubelles dans le conteneur. Le conteneur, c'est un point de contact au final, donc il faut faire attention. S'il n'y a pas de gants, il faut se laver les mains tout de suite derrière. Et dans l'éventualité où vous mettez des gants, il faut d'ailleurs, encore une fois, se laver les mains ensuite pour se limiter du risque, se protéger. Et dernier point, toujours encore, privilégier les poubelles à pédales. Un dernier petit point, les risques psychosociaux, c'est important d'en parler puisque évidemment on a tous subi finalement cette crise sanitaire, donc il faut prendre en compte l'impact psychologique et psychosocial qu'a eu cette crise sanitaire
Donc pour les chefs d'entreprise, on tenait à vous rappeler qu'il y a un numéro vert du ministère de l'économie et des finances qui existe, que vous voyez sur la slide, qui vous apporte une première écoute et un soutien psychologique tous les jours, et qui vous permet soit de répondre à vos questions, soit de vous réorienter vers les personnes les plus à même de savoir vous répondre. Et si vous souhaitez déployer, approfondir ce sujet sur les risques psychosociaux, on a un webinaire en replay et un guide pratique pour la reprise d'activité sans stress sur notre site internet d'AST67. Merci Nathan et merci Dr Sigel pour cette intervention très complète qui a permis, j'espère, de répondre à nombre de questions des participants. Alors, vous allez retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore dans le guide pratique qui a donc été rédigé par les services de santé au travail en collaboration avec la région Grand Est et l'Agence régionale du tourisme, Strong Together. Et vous le trouverez en téléchargement sur le site ast67.org et sur le site de Strong Together aussi et de la grande région aussi. Voilà pour ça. Je vais vous parler des webinaires en replay. Nathan, si vous voulez bien passer à la diapo suivante. Pour vous dire que du coup, tout au long de ce webinaire, on vous a parlé de plusieurs webinaires passés qui viennent compléter celui-là. Donc, on a notamment organisé un webinaire sur la responsabilité de l'employeur en matière de santé et sécurité au travail, un webinaire animé par une avocate spécialisée sur le sujet. Donc, je vous invite à le regarder. Il est très complet et très intéressant. Un webinaire spécifique sur le masque, sur le port du masque, sur quel masque porter, comment le porter, quand il faut le changer, comment je fais pour gérer son évacuation, enfin déjà le retrait, l'évacuation de son visage et puis après l'évacuation dans les déchets. Donc un webinaire consacré qui est vraiment très très complet. Un webinaire également sur la mise à jour du document unique, puisque chaque entreprise, dès lors qu'elle a un salarié, doit avoir un document unique d'évaluation des risques qui doit être mis à jour façon Covid avec ce nouveau risque biologique. Et puis, un webinaire sur le référent Covid, on vous en a parlé. Peut-être deviendra-t-il obligatoire, ce référent Covid. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, tenez-vous informés de cette nouvelle fonction qui est arrivée en même temps que le Covid. Et puis, un webinaire sur la qualité de vie au travail et bien d'autres encore sur notre site internet. Voilà ce que je pouvais vous dire pour boucler ce webinaire-là. Je vais faire venir, s'il le veut bien, Pierre Labadie sur scène pour qu'il vienne avec nous dans le temps de questions-réponses, dans le temps d'échange avec vous. Alors, on a reçu quelques questions, pas mal de questions durant le webinaire. Je remercie Clarisse Bellingard d'avoir répondu. Monsieur Labadie, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce temps de questions-réponses. Vous êtes directeur du pôle, j'ai dû me le noter, directeur du pôle structuration de l'offre et professionnalisation de l'Agence régionale du tourisme Grand Est. Exactement. Et ce guide, nous l'avons élaboré avec vos services, avec le soutien de vos services et avec le soutien de la région Grand Est. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur votre structure ? Alors, au-delà de la structure Agence régionale du tourisme, je parlerai plutôt de la cellule dont vous avez évoqué le nom à plusieurs reprises, Plus fort ensemble, ou en anglais Strong Together. Cette structure a pour vocation finalement d'animer, de coordonner l'intervention de tous les acteurs institutionnels du tourisme à travers finalement les structures telles que les chambres des métiers, les partenaires départementaux, les partenaires office du tourisme, les têtes de réseau finalement de sectoriels, professionnels tels que les fédérations d'hôteliers, l'UMI ou les fédérations de l'hôtellerie de plein air, etc. Donc voilà, l'idée c'était tous ensemble d'arriver à harmoniser, à mutualiser nos efforts pour permettre finalement d'apporter une réponse à la crise sur différents axes. Le premier axe, c'était celui du soutien financier notamment, pour permettre, dans un premier temps, de confinement et de finalement cessation d'activité brutale, avec un chiffre d'affaires pour
nombre d'entreprises à zéro, d'arriver à assurer la viabilité, la pérennité de l'activité à travers la mobilisation des différents dispositifs financiers, donc informer de l'existence des différents leviers financiers que ces entreprises touristiques pouvaient mobiliser, mais également dans un second temps d'arriver à identifier celles des activités qui ne pouvaient pas obtenir de financement parce que voilà, quand on est dans l'urgence ou l'État dans l'urgence a construit, la région a construit des dispositifs qui parfois ont mis de côté certaines activités pour lesquelles le secteur touristique n'était pas l'activité principale, mais était quand même une grosse part du chiffre d'affaires. Donc, on a fait en sorte de faire évoluer et de faire, voilà, d'engager la discussion avec les porteurs des dispositifs pour faire évoluer les outils, les instruments financiers et permettre au plus grand nombre finalement d'avoir une rentrée d'argent et de pouvoir soutenir leur activité. C'était le premier axe. Le second axe, c'est un axe sur lequel nous avons travaillé donc à vos côtés et grâce à votre sollicitation, et je vous en remercie, c'est celui des protocoles sanitaires, d'arriver finalement à faire connaître quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les éléments dans l'activité de chacune des entreprises touristiques à mettre en œuvre pour protéger les salariés, pour protéger les clients, pour réassurer, pour pouvoir redémarrer au plus vite l'activité. Bon, aujourd'hui, on est dans une phase de nombreux secteurs ont redémarré avec l'annonce pour début septembre de la reprise de tous les métiers de l'événementiel. Alors, on aura là maintenant les dernières entreprises touristiques qui vont pouvoir reprendre. Donc voilà, transformer les processus, l'organisation des entreprises, mais dans un temps plus long, à moyen terme, travailler sur une transformation peut-être des modèles économiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la nécessité de faire évoluer ses services, de faire évoluer son offre. Et donc là, l'idée, ça va être à travers un dispositif à trois niveaux, d'accompagner qui des TPE, PME, qui des ETI ou qui des grandes entreprises vers une évolution de leur modèle et vers une évolution de leur activité pour finalement les faire monter en puissance et leur permettre de s'adapter, de se transformer sur des leviers comme le digital ou comme la commercialisation, le e-commerce. Voilà, donc là on travaille à nouveau avec les fédérations professionnelles, les consulaires pour avoir une action qui soit globale et coordonnée. Un troisième action de cette cellule Strong Together qui est celui du plan de relance, de la communication, donc travailler avec les partenaires finalement pour redonner envie aux touristes, aux clientèles de venir à travers des dispositifs qui ont été présentés en fin de semaine dernière par le président de région. Ou plus exactement, pardon, lundi, par le président de région, et un dernier secteur, un dernier axe qui, lui, est vraiment autour du maïs, de l'événementiel, de tout ce qui est congrès, séminaire, incentive, pour aider ce secteur-là qui a vraiment énormément souffert et qui souffre sur une période plus longue que des restaurateurs, etc. Voilà. Rapidement, je ne voudrais pas vous mobiliser plus sur la présentation de la cellule, mais voilà, c'est bien l'idée d'être tous ensemble pour apporter, diffuser de l'information et aider les entreprises touristiques à rebondir au plus vite. Merci pour cette présentation de Strong Together. C'est très intéressant. Alors, je vous propose qu'on réponde ensemble à quelques questions qui ont été posées durant le webinaire. J'aimerais qu'on refasse le point sur la VMC. Il y a une demande, oui, là où. Ouais. Alors, je vais juste reposer la question telle qu'elle a été posée. Donc, Jean dit, je ne comprends pas bien. Une fois, on me dit qu'il faut proscrire les VMC. Une autre fois, on me dit qu'il faut la faire tourner en permanence. Je ne comprends plus rien. Comment on fait dans les petits chalets notamment? On va le dire Voilà. un peu vite. Donc, j'ai répondu, mais je vais rendre la réponse publique. Il faut toujours privilégier l'ouverture naturelle, c'est-à-dire les classiques fenêtres, quand c'est possible. L'ouverture avec de la ventilation naturelle, notamment dans les chalets, doit toujours être privilégiée. Premier point. Deuxième point, lorsque ce n'est pas possible et que la VMC a été prévue, il ne s'agit pas de proscrire la VMC, il s'agit de proscrire la VMC avec recyclage de l'air. Ce n'est pas pareil. Donc, VMC plus prise d'air neuf, aucun problème, vous la laissez en route. Quand les locaux ne sont pas occupés, évitez de la couper complètement, mettez-la en très bas régime. Et il ne faut pas l'arrêter, il faut la laisser le flux en circulation.
Et un point particulier, ce sont les toilettes. Dans les toilettes où la VMC est obligatoire, vous fermez la porte, vous mettez des affiches en disant « il faut rabattre l'abattant des toilettes, il faut fermer la porte et vous laissez la VMC en continu ». Voilà les 3 points de vigilance. Merci pour ce point. De la même manière, on se pose beaucoup de questions sur la climatisation avec la chaleur qui arrive. Hein. Il faut une réponse là tout de suite. Nous allons y travailler parce que c'est vrai que c'est un problème pour tout le monde. Donc, c'est le même raisonnement. Climatisation avec R9, pas de problème. Climatisation avec recyclage, problème. Pas bien. Mais nous allons faire un webinaire là-dessus. Beaucoup de questions sur le traitement de la canicule et par rapport au Covid. Oui, on organisera un webinaire d'ici la fin de la semaine prochaine sur ce sujet qui est un peu plus d'actualité. On ne va pas tout déflorer tout de suite. Non, ne déflorons rien. Une question sur les véhicules, les déplacements. Tout à l'heure, Nathan nous disait essayez de vous déplacer au minimum. Et puis, si vous devez être 2 en quinconce avec port du masque. Du coup, est-ce qu'on peut rappeler dans les véhicules qui peuvent accueillir 9-10 personnes, comment est-ce qu'on fait? Combien de personnes peuvent être autorisées à entrer dans le véhicule et sous quelles conditions? Rappelez juste les mesures de sécurité. Moi, j'ai répondu 4, mais bon, tu as peut-être une autre opinion. Non, je suis pas quinconce avec masque. Je suis pas certain qu'il y ait un nombre référence donné pour combien de personnes dans des gros véhicules. Je pense qu'il faut toujours garder à l'esprit que le maître mot, c'est la distanciation physique entre les gens. Donc, essayer de se mettre toujours en quinconce pour éviter de potentiellement être face ou près des personnes. Et avec masque, ouais, toujours. Donc, je suis pas certain qu'il y ait après un chiffre clair. Vous devez respecter. Oui, voilà. Et ceux qui veulent rouler la fenêtre ouverte, ça évite le confinement de la voiture. Voilà. Après, voilà, mais c'est compliqué. À 130, ça va être compliqué. Mais... Ça va être compliqué, oui. Prenez les routes départementales. Hein. Voilà, visitez la région. Une question également, tout à l'heure on parlait de nettoyage des surfaces et une question est apparue sur le nettoyage à la vapeur. Est-ce que vous pouvez nous dire si le nettoyage à la vapeur est préconisé ou pas? Est-ce qu'il est efficace? Alors, on en a beaucoup parlé en interne parce que je trouvais aussi que c'était une solution séduisante lorsqu'on a affaire à des moquettes, par exemple. Mais les recherches que nous avons faites nous ont conduit à déconseiller ça parce que de l'avis même de fournisseurs très connus sur la place dont je ne citerai pas le nom, il faudrait laisser le dispositif près de 30 secondes pour produire une vapeur qui serait à 60 degrés. Autant dire que la moquette, elle serait détériorée. Et vous n'allez pas le faire. La personne qui va passer le dispositif ne va pas rester 30 secondes à chaque endroit. Donc, c'est une fausse sécurité de passer la vapeur. Je préconiserais plutôt de passer l'aspirateur sur les moquettes, je parle des moquettes, un aspirateur avec un filtre HEPA, EPA. Et puis, si vraiment les surfaces risquent d'être contaminées, de vaporiser un virucide dessus. Dans les salles de bain, vous faites un nettoyage classique et vous vaporisez du virucide parce que là, les gens touchent à tout dans une salle de bain. Donc, c'est un lieu à risque. Avant de vous poser une dernière question, j'aimerais dire aux participants que j'ai lancé 4 sondages, 4 questions dans l'onglet sondage, si vous voulez bien y répondre. Je vous demande si on a répondu à vos questions, si vous allez mettre en place les choses qu'on vous a dites cet après-midi et si ce qu'on vous a dit vous a permis d'apprendre de nouvelles choses et si ce webinaire vous a paru sympa, pas sympa, trop long, trop court. J'avais une question sur quelqu'un se demande si ces mesures sanitaires vont être allégées dans les semaines qui viennent. Est-ce qu'on va pouvoir lever le pied sur les mesures sanitaires? Nous l'espérons tous. Ouais. Nous l'espérons tous parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans le Covid depuis fin février. On aimerait tous passer à autre chose, mais l'exemple récent de l'Allemagne ne nous y encourage pas. Ça date d'hier. Il y a un confinement de 2 cantons, alors un reconfinement total de 2 cantons du côté de la Rhénanie du Nord. C'est parti de clusters et donc il faut rester extrêmement prudent.
vous voyez bien dans l'espace public, les gens ne font pas très attention. Donc le déconfinement risque d'aboutir à quelque chose qui serait tout simplement catastrophique pour tout le monde. Donc moi j'encourage comme professionnel à rester extrêmement vigilant, à se focaliser sur la prévention primaire d'un risque biologique, c'est-à-dire ne pas exposer les personnes, distance sociale, quand ce n'est pas possible, masque, décontamination de soi-même ou des surfaces. Point. Il n'y a pas d'autre credo à avoir dans cette histoire d'épidémie qui n'est toujours pas réglée. Merci, docteur Sigel. Le mot-clé est vigilance et persévérance. Et persévérance, oui. Ouais, c'est ça. Pierre Labadie, est-ce que vous vouliez dire un mot pour conclure ce webinaire? Alors peut-être au-delà d'une conclusion, il y a juste une réponse concernant la randonnée, Madame Nicolet, une randonnée guidée finalement, un protocole détaillé du métier de guide, autour des métiers de guide conférencier a eu lieu. A été édité. Il pourra apporter plus d'informations en complément à ce que Monsieur Coulin présentait par rapport au port du masque sur le déroulé finalement d'un accompagnement de groupe autour de commentaires qui peuvent être donnés, voilà, sous forme de randonnée ou pas. Mais là, il y a des ressources qui peuvent être utiles pour Madame Nicolet. Qu'on va retrouver où? Alors, ce guide-là sera disponible sur le site strongtogether.fr, rubrique reprendre son activité, les protocoles. Okay. Donc, on retrouve en fait sur ce site l'idée, et je l'ai moins présenté aussi, et du coup, ça me laisse l'opportunité peut-être de conclure là-dessus. L'objectif est effectivement d'avoir un centre de ressources autour de toutes les actions qui peuvent être consultées, mises à disposition des différentes entreprises touristiques, qu'on soit sur les 4 axes que j'ai cités, le soutien financier, l'accompagnement à la reprise, à la transformation d'activité, des éléments liés à la campagne de communication ou encore au secteur du tourisme d'affaires, on va dire, de manière plus générale pour éviter l'anglicisme MICE. Voilà, peut-être. Très bien. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier tous. Docteur Sigel, merci. Nathan Coulin, merci. Pierre Labadie, merci. Merci à tous les participants de ce webinaire. Merci à Strong Together et à la région Grand Est pour le soutien dans l'élaboration, dans la publication de ces guides de bonne pratique. Je voudrais bien vous le montrer, mais il est en noir et blanc tout moche, hein, ce qui est dommage pour un document si beau, que vous retrouverez sur nos sites internet respectifs. Merci à tous. On vous souhaite une belle fin de journée. Prenez soin de vous, soyez prudents, portez votre masque et respectez les gestes barrières. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.